Cette semaine, on va voir les questions de système d'exploitation et programmation concurrente. Donc, pour commencer, on va parler de différents éléments sur les systèmes d'exploitation. Euh, donc, un système d'exploitation, c'est un système logiciel qui va gérer le matériel informatique et les ressources logicielles offertes. Donc, en plus de fournir des services communs aux applications logicielles. C'est intéressant parce que ça offre des abstractions sur le matériel, ce qui va grandement simplifier la vie des programmeurs, dans le sens qu'on va programmer pour un système d'exploitation particulier qui pourra ensuite fonctionner sur différentes plateformes matérielles qui peut différer significativement. L'intérêt, donc, c'est d'encapsuler la complexité du matériel dans une abstraction logicielle standardisée, qui permet donc de développer des programmes informatiques sans se soucier des détails matériels qu'il y a sur chacune des plateformes sur lesquelles on peut fonctionner. Selon certains, les systèmes d'exploitation, ce serait en fait une des œuvres les plus complexes, si ce n'est pas la plus complexe d'ingénierie qui a été faite jusqu'à présent. Parce que c'est quand même très complexe à l'intérieur, l'ingénierie, tout ce qui est le design qu'il y a dans les systèmes d'exploitation est quand même assez incroyable. C'est vraiment une œuvre assez complexe. Il y a une grande complexité aussi associée au fonctionnement des systèmes d'exploitation. C'est des systèmes qui offrent une multitude de fonctionnalités. On s'entend que ça n'aurait pas une telle complexité possible parce qu'on fait ça de façon logicielle. Puis le logiciel en soi est quand même quelque chose qui est plus facile à gérer en termes de complexité parce qu'on ne peut pas faire des systèmes matériels d'une telle complexité, ça deviendrait impossible à gérer dans un horizon de temps raisonnable d'une vie humaine, par exemple. Donc, on a été capable quand même de développer en 50 ans des structures qu'on appelle des systèmes d'exploitation qui sont remarquables de par leur complexité et du fait qu'elles fonctionnent et qu'elles fonctionnent bien. Il faut faire une certaine différence cependant entre les fonctionnalités fondamentales des systèmes d'exploitation, celles qui sont caractéristiques présentes dans tous les systèmes d'exploitation, et les fonctionnalités supplémentaires qui sont dans le fond des ajouts qui ont été faits pour rendre l'environnement intéressant, qu'on pense aux interfaces graphiques ou autres, mais qui ne sont pas vraiment spécifiques à un système d'exploitation. Ça aurait pu être découplé, ça aurait pu être offert par des moyens différents que d'offrir ça avec un ensemble qui est le système d'exploitation fondamental plus les extras autour. Donc, un système d'exploitation moderne avec interface graphique, qu'on pense à Windows 10, à macOS, ça inclut une grande quantité de fonctionnalités supplémentaires qui sortent un peu de la mission première d'un système d'exploitation. Dans les fonctionnalités fondamentales des systèmes d'exploitation modernes, on parle de la gestion de processus. C'est-à-dire, dans le fond, qu'un processus, c'est une instance d'un programme en cours d'exécution. Donc, un programme peut être lancé dans plusieurs processus. Il faut voir ça comme étant une instance. On peut faire un lien avec la programmation orientée objet. Lorsqu'on parle de classe et d'objet, une classe, c'est un peu la définition, c'est un peu comme le programme, alors qu'un objet, qui est une instantiation d'un objet d'une certaine classe, mais ça, c'est un processus. Puis on peut faire exister dans une exécution d'un programme informatique plusieurs copies, plusieurs dizaines, centaines, millions de copies d'une classe. Donc, on va avoir plusieurs dizaines, centaines, millions de copies d'un objet qui correspond à une seule classe. C'est la même affaire dans les systèmes d'exploitation. On peut avoir plusieurs processus qui sont des instances précises qui sont lancées à un certain moment, qui s'exécutent d'un programme. Et donc, de gérer ces processus-là, ça fait partie de la tâche vraiment d'un système d'exploitation. Puis, un processus contient à la base un fil d'exécution, ce qu'on appelle un thread. Je vais utiliser le mot thread dans la présentation parce que fil d'exécution, pour moi, c'est un peu stérile comme terminologie. Ce n'est pas quelque chose qu'on comprend naturellement en français. Donc, un processus contient un thread à la base, peut en contenir plusieurs. Donc, il peut y avoir plusieurs threads qui s'exécutent en parallèle de façon concurrente. Le système d'exploitation est en charge d'ordonnancer l'exécution des processus, donc de dire quel processus va faire son exécution à un certain moment donné. C'est le système d'exploitation qui se charge de déterminer à quel processus il donne la main.
Et donc, ça peut être autant sur une seule unité de traitement avec un seul cœur de traitement ou plusieurs cœurs de traitement. Donc, chaque cœur de traitement peut traiter à un moment précis un seul processus, mais l'idée, c'est qu'on les exécute de façon séquentielle, alternée, en alternant entre les différents processus disponibles, qui fait en sorte qu'on a l'impression que les processus sont tous en exécution simultanée, alors qu'ils ne sont pas tout à fait simultanés, mais ça va tellement vite qu'on ne s'en rend pas trop compte. Il y a aussi la gestion de la mémoire, qui est une autre fonctionnalité importante des systèmes d'exploitation modernes, où là, on veut allouer la mémoire au processus, parce que généralement, on ne permet pas d'adresser l'ensemble de l'espace mémoire dans des systèmes d'exploitation moindrement évolués. Dans les systèmes d'exploitation plus primitifs, où on pouvait effectivement accéder à toute la mémoire, il n'y avait pas de gestion de la mémoire, mais normalement, dans les systèmes d'exploitation modernes, on protège la mémoire parce que sinon, un programme peut aller modifier les valeurs en mémoire d'un autre programme, puis ça peut générer des catastrophes en termes de stabilité, puis en termes aussi de sécurité. Donc, le système d'exploitation va allouer la mémoire de chaque processus. Il va s'occuper donc de l'adressage, donc de la mémoire virtuelle, la pagination, le fait qu'une adresse est sur une adresse virtuelle qui n'est pas la vraie adresse physique. Donc, avec l'adresse virtuelle, on convertit un pointeur en adresse physique. Qui, elle, pointe à vraiment une place précise en mémoire. Puis l'intérêt de ça, c'est l'idée que la mémoire allouée à un processus peut se déplacer dans la mémoire physique de façon tout à fait transparente. Donc, avec notre adresse virtuelle, on va toujours pointer au même bout de mémoire, même si celui-ci se promène entre la RAM, la cache ou le disque dur quand on fait appel au swap, là. Donc à l'extra de mémoire qu'on peut mettre sur le disque dur. Donc, la gestion de fichiers aussi, c'est un élément assez important dans les systèmes d'exploitation. Donc, c'est quand même présent dans tous les systèmes d'exploitation modernes. C'est d'avoir un système de fichiers, une organisation des morceaux d'informations sur disque par fichier avec des répertoires, des hiérarchies de répertoires. Donc, ça fait partie des éléments fondamentaux des systèmes d'exploitation. Donc, en plus du système de fichiers, bien sûr, ça prend ce qu'il faut pour y accéder aux fichiers dans ce système-là. Donc, d'avoir les primitives d'accès pour lecture, écriture, renommage, déplacement, etc. Donc, tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer et accéder aux fichiers. Également, un système d'exploitation moderne gère les périphériques, donc tout ce qui est interfacé sur des dispositifs généralement matériels qu'on retrouve sur l'ordinateur. Donc, on peut penser à la communication réseau, juste la carte réseau ou la carte Wi-Fi. Elle est gérée par le système d'exploitation. C'est le système d'exploitation qui s'assure que les communications TCP/IP sont bien implémentées, sont disponibles. On ne veut pas demander à chacun qui implémente un programme de travailler là-dessus. C'est offert comme fonctionnalité du système d'exploitation. Encapsuler les périphériques, tout ce qui est pilote, en bon français, drivers. Donc, les pilotes de périphériques, qu'est-ce qui pilote les entrées, les claviers, souris, caméras, imprimantes, etc. Donc, tout ce qui est externe à l'ordinateur en soi est dans un périphérique, et encapsulé dans un pilote du point de vue du système d'exploitation. Là, l'intérêt, c'est de dire que l'interface des pilotes d'imprimante, par exemple, est standardisée. Donc, si on envoie un document à l'impression, c'est juste une seule façon de le faire. Un programme utilisateur va envoyer un document imprimé sous un certain format en utilisant l'interface de programmation interne des imprimantes. Et là, la conversion vers les interactions précises pour l'imprimante se fait dans le pilote. Donc, c'est vraiment le pilote qui a tous les détails nécessaires pour pouvoir interagir avec le périphérique. Dans un système d'exploitation, donc, on définit le noyau comme étant le processus central au cœur. Donc, c'est le noyau, c'est le centre du système d'exploitation. Et c'est le noyau généralement qui est en charge des fonctionnalités fondamentales du système d'exploitation. Donc, dans ce noyau-là, on implémente ce qu'on a dit, gestion des processus, gestion de la mémoire, gestion des périphériques, gestion des fichiers. Il y a généralement des modes de fonctionnement. Donc, on a entre autres le mode, typiquement, on a deux modes. On
peut en avoir plusieurs autres, mais ces deux modes-là sont assez typiques. Ça caractérise bien les systèmes d'exploitation modernes. On a un mode noyau superviseur où là, on a accès complet au matériel. On peut exécuter toutes les instructions, donc il n'y a aucune restriction. Ce mode-là est réservé pour la gestion interne ou pour certaines situations, mais généralement, un utilisateur, lorsqu'il est connecté sur son ordinateur, ses processus, son interaction ne se fait pas en mode noyau. C'est en mode utilisateur qu'on fait les interactions, où là, euh, ce n'est pas toutes les instructions qui sont possibles, seulement un sous-ensemble, les instructions plus de gestion ou d'accès à des périphériques externes sans contrôle ne sont pas permises, de même que les primitives pour faire des opérations système en termes de gestion, préemption, peu importe. On a des fonctionnalités dans le mode utilisateur, mais le vrai travail se fait en mode noyau. Puis le passage de mode utilisateur à mode noyau se fait selon les appels. Et donc, le mode utilisateur, on limite les ressources. Donc, entre autres, pour ce qui est de la mémoire va être assignée à chaque utilisateur. En mode utilisateur, on ne peut pas accéder à la mémoire des autres processus d'autres utilisateurs. Puis même encore là, dans les processus, on fait une bonne encapsulation. On ne peut pas directement, sans faire des manipulations précises dans le code, accéder à la mémoire d'autres processus. On peut faire un partage, mais ça, c'est une façon bien précise de le faire. Puis on va voir ça dans quelques semaines d'ici. L'interface utilisateur, il y a plusieurs façons. Donc, l'élément de base classique qui date d'une cinquantaine d'années, c'est ce qu'on appelle le shell. Donc, encore une fois, je préfère utiliser le terme shell qui est plus évocateur. On peut parler de terminal, interface, ligne de commande. Je vais parler de shell parce que ça dit vraiment quelque chose de plus précis, surtout dans l'univers Unix. Ça, c'est inévitable, le shell, pour faire des trucs moindrement embarqués ou complexes sur des systèmes précis. Donc, les interfaces graphiques, c'est bon pour les PC, c'est bon pour tout ordinateur personnel qu'on utilise fréquemment. Mais lorsqu'on tombe dans des systèmes embarqués ou des systèmes dédiés, généralement, il n'y a pas d'interface graphique, sauf peut-être les téléphones intelligents. Et donc, on doit aller souvent vers le shell. C'est assez important de maîtriser le shell, qui est une interface texte qui a été développée des années 60, mais qui a encore toute sa pertinence maintenant. Donc, l'interface peut être aussi graphique, donc ça, vous connaissez ça bien. Donc, c'est des interfaces qu'on trouve fréquemment sur nos ordinateurs qu'on utilise. À strictement parler, autant l'interface graphique que le shell ne font pas partie du système d'exploitation parce que c'est des processus utilisateurs. Donc, tout ce qui est interface graphique, tout ce qui est terminaux, ça fonctionne en mode utilisateur, c'est des programmes comme les autres. Donc, c'est sûr que dans un système d'exploitation qu'on achète, qu'on installe sur notre ordinateur, tout ça est déjà fourni, mais ça peut être vu comme étant plus du matériel, des programmes de support qui s'embarquent par-dessus le noyau, parce que c'est vraiment le noyau qui caractérise l'essentiel d'un système d'exploitation. On a aussi des interfaces de programmation, puis ça, c'est très important parce que ça décrit l'interface entre les programmes informatiques qu'on développe, qu'on utilise, et le noyau, les librairies de base fondamentales. Et donc, généralement, les fonctionnalités du système d'exploitation sont disponibles par des appels de fonctions. Donc, il y a différentes fonctions qui sont bien définies avec un nom, des variables bien précises pour faire certaines opérations. Cette interface de programmation-là est utilisable par tous les programmes qui doivent aller sur le système en soi. Et c'est avec ces appels-là qu'on a accès aux ressources qui ne sont pas directement accessibles en mode utilisateur. Donc, si on regarde un peu graphiquement de quoi ça a l'air, bien, on a le matériel en bas. Donc, ça, c'est vraiment la base, c'est spécifique à l'environnement qu'on travaille. Puis tout ce qui est par-dessus est logiciel. Donc, le système d'exploitation qui fonctionne essentiellement en mode noyau, c'est lui qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour le logiciel plus mode utilisateur et qui encapsule, donc qui fait tout le code pour s'interfacer au matériel, donc dans les drivers en particulier ou dans le noyau en soi pour ce qui est de gérer des ressources puis de faire l'allocation de la mémoire, par exemple, la création des processus. Tout est là-dedans, il roule en mode noyau. Au-dessus de ça, on a les librairies utilisateurs. On peut penser aux librairies d'interface graphique, des librairies utilitaires générales, donc qui sont disponibles, qui peuvent être utilisées dans les programmes.
Puis il y a des librairies standardisées, des librairies non standards développées par plein de gens, des tiers, par exemple. Surtout dans l'open source, il y a énormément de librairies disponibles pour faire plein de choses. Et les programmes utilisateurs, eux, roulent par-dessus ça. Donc, les programmes utilisateurs utilisent des librairies. Utilisateurs vont aussi faire des appels au système d'exploitation pour fonctionner. Donc, ils vont s'embarquer par-dessus ça. Puis, du point de vue des programmes, le matériel est assez abstrait, donc on n'a pas nécessairement le fin détail sur le fonctionnement. C'est implémenté dans le système d'exploitation. Donc, il y a différents systèmes d'exploitation. Vous êtes sûrement familier avec macOS, avec Windows ou avec Linux. Donc, je dirais que c'est les trois grands systèmes d'exploitation qu'on connaît bien. Donc, pour le cours, pour les besoins de la présentation cette semaine, puis pour les besoins de tout l'ensemble du cours, on se concentre beaucoup sur Unix. C'est quand même des systèmes d'exploitation, donc une famille de systèmes d'exploitation qui est très utilisé en système embarqué, qui a une certaine versatilité, qui n'est pas nichée seulement dans l'environnement ordinateur personnel. Alors que Windows et macOS, c'est spécifiquement pour les ordinateurs personnels. Dans le fond, Unix, c'est une famille de systèmes d'exploitation. Il y a plusieurs variantes, plusieurs versions qui ont été écrites en parallèle, sans nécessairement partager le même code, le partage des fonctionnalités. Ça a été développé à la fin des années 60. Donc, c'était à l'origine chez AT&T, une compagnie de téléphonie qui, dans les années 50-60, avait un gros monopole aux États-Unis. Puis, il y avait énormément de fonds qui investissaient dans des centres de recherche. Il y avait un gros centre de recherche au New Jersey, si je me rappelle bien. Donc, le Bell Labs. Puis, ils ont travaillé sur plein de choses. Des transistors, entre autres, ça vient... transistors intégrés, là, ça vient dans les puces, donc dans l'électronique intégrée. Ça vient de là, en particulier, mais aussi Unix. Unix a été développé par AT&T. Fin des années 60, c'était conçu pour être portable. C'est basé sur une certaine philosophie. C'est basé sur beaucoup d'expériences que les créateurs avaient eues à ce moment-là sur qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien, parce que dans le fond, on commençait dans les années 60 à développer des systèmes d'exploitation, alors que dans les années 50, on était directement sur l'électronique. Donc, puis AT&T n'avait pas de possibilité de commercialiser ça, donc ils ont laissé faire. Puis le but, c'est d'avoir quand même une infrastructure logicielle intéressante pour développer la téléphonie. Donc, généralement, AT&T avait du financement de recherche assez fondamental, mais qui voyait qu'à terme, ça aurait pu apporter beaucoup pour ces opérations en téléphonie. Unix, c'est un modèle de système d'exploitation qui est générique. Donc, c'est utilisable à différentes échelles. Quand ça a été développé dans les années 60, ce n'était pas pour les meilleurs ordinateurs, c'était pour des ordinateurs d'assez bonne gamme. Mais le but, c'est de quand même être assez frugal. Donc, c'est une approche vraiment qui vise la simplicité. Donc, le modèle est générique. Puis, ça s'utilise à différentes échelles. Comme je vous dis, on va l'utiliser ici dans un contexte de système embarqué. Puis ça va bien parce que Unix, dans les années 60, les ressources de traitement n'avaient rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Donc, ça a été conçu pour fonctionner sur du matériel quand même très limité. Et donc, nos systèmes embarqués maintenant sont beaucoup plus puissants que les superordinateurs des années 60. Et donc, Unix, qui avait été conçu dans ce contexte-là, fonctionne très bien dans un contexte d'embarqué. C'est un environnement qui n'est pas très gourmand en termes de ressources de calcul, de mémoire, etc. Mais c'est utilisé aussi dans des ordinateurs personnels. macOS est basé sur Unix. Linux, c'est un clone de Unix. Il y a juste Windows qui est un petit peu, il y a une histoire différente, si on peut dire. Les superordinateurs, maintenant qu'on retrouve, ça fonctionne tous sous Linux. Android fonctionne aussi sur Linux. iOS et fonctionne sur une autre version, mais de Unix aussi. Donc, c'est présent dans les systèmes embarqués, dans les ordinateurs personnels, dans les supercalculateurs, là, le cloud de Google et Amazon. C'est toutes des machines qui fonctionnent avec Linux en dessous. Même si on ne les voit pas, dans le sens qu'ils ont tout encapsulé ça dans une interface, on a l'impression de voir une grosse machine, un nuage qui fonctionne de façon assez abstraite. En dessous de ça, il y a beaucoup de Unix. Il y a deux variantes historiques de Linux. Comme je vous dis, c'est une famille de systèmes d'exploitation. Il y a eu deux variantes. Il y a celle de AT&T qui date des travaux originaux.
Il y a celle de Berkeley, qu'on dit maintenant c'est BSD, le Berkeley System Distribution, avec différentes variantes de BSD. L'idée, c'est que AT&T n'avait pas le droit de commercialiser ça, vu qu'il était dans une situation de monopole. Donc, il était assez contraint. Puis, il a laissé le code de libre accès, on peut dire. Et à Berkeley, il y a des gens qui ont récupéré puis qui ont réimplémenté le système Unix dans les années 70, début 80. Ça a amené à certains problèmes juridiques, donc certaines poursuites, puis ça s'est réglé quand même dans les années 80. Mais les deux versions existent parce que Berkeley a pris quand même des choix un peu différents des fois. Ils ont changé certaines choses. Puis après ça, il y a le clone open source Linux qui est basé aussi sur GNU parce que GNU, à l'origine, c'est un projet au MIT qui visait à faire une copie libre de Unix. Là, GNU is not Unix. Donc, on dit que ce n'est pas Unix, mais dans le fond, c'est une réimplémentation sans reprendre aucune ligne de code, mais en refaisant les fonctionnalités. Puis ça existait dans le début des années 90, puis Linux a été développé comme étant le noyau qui complémentait ce qu'il y avait. Donc, tout ce qu'il y avait autour comme fonctionnalité était disponible, il manquait un bon noyau. Puis Linux, c'est le noyau qui a permis d'avoir une implémentation open source de Unix. Linux, Unix en général, s'est développé en C. Donc, et en plus, le langage C, c'était développé par pratiquement la même équipe. Ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes. Certaines personnes travaillent sur Unix et C, il y en a d'autres qui travaillent seulement sur C. Donc, c'est la même équipe qui ont développé, qui ont adapté un langage pour leur idée de système d'exploitation. Donc, ça a été conçu à la base, le C, pour compiler efficacement en code machine du code de système d'exploitation. L'idée, c'est de dire que, encore une fois, on s'abstrait un peu de la machine. Le compilateur va faire le nécessaire pour convertir le code vers le code programmé plus haut niveau, C, vers du code machine spécifique à notre implémentation. Puis si on change de processeur ou d'éléments de ce type-là, on modifie le compilateur et le code C devrait continuer de compiler sans problème. Et donc, le langage C, c'était le troisième. Tu avais le langage A, B, tu as eu C après. Il tirait un peu leçon de ce qui avait été fait, qui marchait bien, qui marchait moins bien dans le langage A et B. Mais c'était vraiment fait pour être très efficace dans un contexte de système d'exploitation. Puis ça reste un peu ce qui caractérise le C. C'est un langage qu'on veut dire de moyen niveau. Ce n'est pas aussi abstrait que le Python, par exemple, mais c'est beaucoup plus abstrait que le langage programmé en assembleur. C'est quelque chose entre les deux, que les forces, on peut dire, de faire quelque chose presque aussi efficace que de l'assembleur. On peut même embarquer de l'assembleur dans du C, mais tout en étant quand même assez haut niveau et portable, là, donc comme on a dans les langages de programmation de haut niveau. Donc ça, le langage C, ça a été essentiel pour rendre Unix portable. La portabilité se fait par le code, dans le sens que Unix est assez générique dans son code. Si on veut le déployer sur un système particulier, il faut avoir le compilateur C disponible qui va faire la conversion nécessaire. Il y a des petits bouts de code assembleur qu'il faut probablement modifier selon le cas. Mais sinon, ça peut se prendre presque tel quel et se porter relativement bien. On a besoin de redévelopper le système d'exploitation pour la nouvelle architecture. Donc, Linux, c'est un noyau et un système complet. Donc, souvent, on a tendance à confondre les deux. Le noyau, qui est vraiment Linux, c'est ce qu'on appelle un noyau monolithique qui a été créé par Linus Torvald en Finlande en 1991. Puis c'est activement développé par la communauté. Maintenant, Linux suit ça de très près. C'est encore celui qui dirige les développements, mais c'est plus quelqu'un qui agit comme un peu gestionnaire des propositions de modification. Donc, il va valider plus que coder lui-même. Puis il y a des centaines, des milliers de gens partout dans le monde qui contribuent, qui régulièrement proposent des modifications, des améliorations au code du noyau Linux qui permet d'avancer. Il y a aussi donc tout, comme je disais, la réimplémentation de l'environnement Unix, le compilateur, les commandes dans le terminal, les librairies, tout ça a été fait dans le projet GNU, donc GNU is not Unix, qui a été proposé avant Linux, mais pour lequel il manquait un noyau. Donc, en joignant le noyau monolithique de Linus Torvald avec tout l'environnement GNU, on a eu ce qu'il faut faire un système complet, un système d'exploitation complet, qui a évolué depuis les années 90, là, et qui s'avère avoir émergé comme ça. Donc, si on regarde un noyau monolithique comme Linux, à vrai dire, ça correspond pas mal à ce qu'il y a dans Linux. On a le matériel à gauche, puis au centre, on a le noyau. Donc, on peut voir différents éléments du noyau. Donc, on a les mémoires ici, donc mémoire
physique virtuelle, paginée ici. Donc, ça, c'est des éléments de mémoire. On a aussi ce qu'il faut pour piloter toutes les entrées-sorties ici. Donc, ça, c'est dans le deuxième rôle. Puis, à vrai dire, je me suis même trompé, c'est-à-dire que c'est tout ça ici vise à piloter les périphériques. Je me trompe, parce que je vais exclure, j'avais parlé du système de fichiers. Donc, le système de fichiers est séparé ici. Donc, ça, c'est en haut, on a vraiment la mémoire, système de fichiers, pilote et gestion de processus. Donc, ça correspond à nos 4 grands éléments. Donc, la mémoire ici, on a la gestion des fichiers ici, avec le système de fichiers. On a tout ce qui est interface avec les périphériques, pilotes, etc. Puis, on a ce qui est vraiment spécifique à la gestion de processus. Donc, ça décrit un peu les 4 grandes fonctionnalités avec les éléments qui composent un noyau qui correspond à la mission fondamentale d'un système d'exploitation. Puis au niveau de l'utilisateur, ce qu'on a ici à droite, donc on a des processus utilisateurs qui communiquent ensemble avec du IPC. Là. IPC, c'est pour Inter-Processus Communications, donc communication interprocessus. C'est-à-dire qu'on est capable de faire parler des processus entre eux en s'échangeant de l'information. Puis on a aussi des librairies qui sont offertes, donc les librairies soit standardisées ou autres externes, qui offrent plein de fonctionnalités, incluant des fonctionnalités plus bas niveau, là, comme pour ce qui est d'ouvrir des fichiers, de lire des fichiers, écrire à la console, etc. Ben, c'est dans la librairie système standard C, puis après en dessous de ça, on a même des éléments de librairie spécifiques au système d'exploitation qu'on peut utiliser en mode utilisateur, puis ça va appeler ce qu'il faut dans le noyau, avec des appels, ce qu'on dit système ici. Donc, la philosophie Unix, c'est de dire, d'écrire des programmes qui font une chose et une chose bien. Donc, on fait des programmes qui travaillent bien ensemble, on fait des programmes qui gèrent des flots de texte parce que c'est une interface universelle entre des processus, par exemple. Donc, ça, c'est la philosophie Unix. C'est comme ça que ça a été conçu dès le début. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir un gros programme qui fait tout, mais d'en avoir plusieurs petits qui font des choses très bien et qui le font bien. Et après ça, on peut les mettre ensemble, les organiser ensemble pour faire quelque chose de plus élaboré. Donc, c'est vraiment vu comme étant des éléments atomiques intéressants pour construire quelque chose de plus élaboré. Donc, il y a plusieurs programmes et librairies simples. Par exemple, des commandes comme ls ou cd sont des programmes indépendants. Quand on fait ça, à vrai dire, CD, ça se peut même que ce soit dans le shell, mais ls, je sais que c'est une commande qui est simple, qui est disponible et qui est un programme dans /bin/ls. Comme je vous dis, CD, c'est tellement fondamental pour changer de répertoire que je pense que c'est dans le shell directement qu'on intercepte ça. On ne va même pas exécuter un programme. Mais la plupart des autres programmes sont des autres commandes dans le terminal. Ça correspond à des programmes qui existent, sauf quelques trucs très fondamentaux. Et là, l'idée de faire interagir des processus dans Unix, c'est justement de dire qu'on va lancer plusieurs processus, puis on va les connecter ensemble avec des flots de texte. Donc ici, si vous regardez ça, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, on voit qu'il y a quand même une ligne ici qui correspond à une ligne de commande. Donc, on peut entrer ça dans un shell Linux ou même dans macOS. On ouvre le terminal, c'est la même chose. On exécute ça ici, il va se passer quelque chose. Mais dans le fond, si on regarde ça, ce n'est pas un programme qu'on lance, c'est 3 programmes. Il y a 3 programmes. Le premier, c'est ls, ensuite grep, ensuite less. Pour vous dire ce que ça fait, ce que ça fait ici, c'est assez simple. C'est qu'on va d'abord faire ls-l, qu'on va lister de façon détaillée dans une liste le contenu d'un répertoire, le répertoire /etc. Donc, on va faire la liste du contenu du répertoire /etc. Et avec l'option -L, ça va faire que chaque ligne va contenir la description d'un fichier. Donc, on va lister tous les fichiers, un fichier par ligne, qu'on affiche normalement à la console. Mais en ayant la barre verticale, là, ce qu'on appelle dans l'environnement Unix, le pipe, donc la barre verticale, ça connecte, ça fait une connexion. Donc ici, c'est vraiment de connecter la sortie du ls qui devient l'entrée standard, ce qu'on utilise avec
correspond à stdin en C, ben, va être, au lieu d'être sur la console, va être en fait connecté à la sortie stdout de ls. Fait que le stdout de ls rentre dans le stdin de grep. grep, c'est une autre fonction assez standard. C'est une fonction pour filtrer, pour attraper des éléments, généralement des lignes dans un flot de texte. Donc, il va ramasser les lignes qui comportent certains patrons. Puis ici, le patron, c'est tout simplement de dire tout ce qui contient conf, donc en listant tous les fichiers, chaque ligne où on a vraiment CONF, ça devrait correspondre essentiellement à des fichiers de configuration. C'est ce qu'on s'attend d'intercepter. Ben, on va intercepter les lignes avec conf, puis on va ignorer les autres lignes. Fait que ça fait office de filtre. Donc, une fois qu'on a comme filtré ici le résultat du LS en gardant seulement les lignes où il y a écrit à quelque part CONF, on va fournir la sortie filtrée avec un pipe dans le programme LESS. Le programme LESS, c'est un programme pour défiler du texte, mais il va s'arrêter à chaque fois que la page est complète. Dans le terminal, on remplit l'espace du terminal, puis il s'arrête à la fin, puis il demande à ce qu'on pèse sur une touche pour poursuivre, soit pour quitter le programme ou faire d'autres manipulations. On n'a qu'à faire barre d'espace, par exemple, là, il va aller à la page suivante. On peut naviguer avec des page down, page up ou flèche en bas, flèche en haut, selon le cas. Il faut vérifier le manuel sur LESS. Mais ça nous permet de faire une visualisation puis de se promener dans le terminal, dans le contenu de ce qu'on lui donne en entrée à LESS. Donc, l'attrait des systèmes d'exploitation, c'est d'avoir vraiment une modularisation élevée. Donc, on organise quelque chose en couches d'abstraction diverses. Ça fait opposition à des librairies monolithiques et verticales, des grosses librairies qui font tout et leur contraire. Donc, ce n'est pas l'approche Unix. L'approche Unix, c'est de dire qu'on va faire des petits modules, des petits binaires qui font des tâches bien précises, des librairies qui sont également très précises. On va avoir tous ces morceaux-là qui existent en parallèle. Puis si c'est bien fait, généralement, on est capable de brancher ensemble ces morceaux-là pour faire quelque chose de plus complexe, mais de brancher seulement ce qui est pertinent. Dans les librairies monolithiques, verticales, complexes, où on a seulement un gros système avec un gros noyau puis une grosse librairie, ça peut venir compliqué parce que s'il y a des morceaux qui ne marchent pas, qui sont buggés, ça peut impacter l'ensemble de la librairie, avoir des fonctionnalités qui sont dans le fond déjà disponibles en combinant plusieurs petits morceaux ensemble d'une certaine façon. Mais on va se forcer ou faire en sorte de réimplémenter, de redéfinir de nouveau, de recoder de nouveau certaines fonctionnalités dans la librairie monolithique pour avoir certains cas de figure fréquents. Fait que c'est pas intéressant en ce sens-là. Je pense que l'approche Unix, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle aide beaucoup à gérer la complexité dans laquelle on opère en informatique. Donc, si on regarde ça de façon un peu plus imagée, on voit qu'on a le matériel à la base. Donc, dans un système d'exploitation, on a le matériel. Dans le cours, on ne va pas en parler tant que ça, là, sauf peut-être un peu dans le laboratoire 4 où on va s'interfacer dans un pilote. Sinon, on suppose que c'est déjà quand même assez bien encapsulé, même si il faut faire attention de ne pas faire des bêtises avec ça. Par-dessus le matériel, dans Linux, on a le noyau Linux, donc le noyau qui gère les processus, la mémoire, système de fichiers, entrée-sortie, etc. Donc, tout ce qui est le lien un peu avec le monde extérieur est géré dans Linux, sur laquelle on embarque la librairie C standard, donc les fonctionnalités de base, open, close, read, write, fork, c'est pas un T, c'est un K ici. Donc, pour vous dire que c'est finalement sur ces librairies-là qu'on s'interface en général, au moins en partie, pour définir des utilitaires standards. Donc, tout ce qui est éditeur de texte, compilateur, terminal, etc., c'est des programmes utilisateurs standards. Puis nous, on travaille généralement avec ça. Donc, on développe au niveau des utilitaires. Sinon, on travaille au-dessus, on utilise finalement la machine ou on développe des programmes spécifiques. Et POSIX, là-dedans, je vous ai dit quand même la semaine passée qu'on allait travailler dans l'environnement POSIX. POSIX, c'est tout simplement l'interface, une standardisation de l'interface de programmation avec le système d'exploitation. Donc, le but de POSIX, c'est qu'on veut que les systèmes d'exploitation soient portables entre eux, qu'une application développée pour un système d'exploitation fonctionne dans un autre système d'exploitation. Donc, la visée, c'est d'avoir une portabilité au niveau des interfaces de programmation qui est bonne. Et donc,
on ne va pas changer les interfaces de programmation, mais si on change d'environnement, on change de machine ou quoi que ce soit, ça se peut qu'on ait à devoir recompiler le programme pour pouvoir le passer d'une architecture à l'autre. Mais du fait que l'interface, les fonctions C à plante sont bien fixées, ne changent pas, ben, on a quand même la certitude que ça va être bon. En général, on a une bonne confiance que ça va bien fonctionner par rapport à ce qu'on pensait dans le cas d'une recompilation d'un programme. Aussi, on a une certaine, dans POSIX, il y a des notions de standardisation de ce qu'il y a dans le terminal, dans le shell. Il y a des utilitaires standardisés avec vraiment une liste précise de ce qu'ils doivent faire. Ça ne liste pas tout, mais ça liste vraiment les fonctionnalités de base qu'on veut avoir. Et donc, POSIX, même si ça se veut comme étant défini par l'I3E, qui n'est pas une partie prenante en termes de développement de système d'exploitation, même si ça s'est été fait vraiment à côté, on voulait avoir une interface générale entre les systèmes d'exploitation, mais c'est avéré que c'était fortement basé sur ce qu'il y avait déjà dans Unix avec des améliorations. Parce qu'on considérait à ce moment-là Unix des années début 80 comme étant neutre, comme étant probablement la meilleure chose qu'on avait fait en système d'exploitation, quoique c'était encore une pensée qui n'était pas nécessairement si comprise que ça, sauf pour les gens qui étaient vraiment dedans. Puis les gens qui ont fait le standard, ils étaient dedans aussi. Voilà, donc c'est inspiré de Unix, même si ça se veut comme étant pas limité à Unix. Donc, les variantes modernes de Unix, on inclut Linux et macOS, ont adapté POSIX. Puis c'est présent également dans les autres systèmes d'exploitation, même dans Windows, tu as Windows Subsystem for Linux, qui offre certaines fonctionnalités, mais on s'entend que le comportement n'est pas toujours le même. Pourrait varier sous Windows Subsystem for Linux versus Linux de base. Surtout lorsqu'on va creux dans des fonctions du système d'exploitation. Si on s'en tient à l'interface POSIX, ça devrait quand même bien fonctionner. Seulement si on est dans POSIX et pas grand-chose d'autre. Dans POSIX aussi, on a des questions de processus, des questions de communication interprocessus, des questions de signaux. Donc, ça, c'est tous des composants essentiels qui sont présents dans le standard. Tout ce qui est entrée-sortie, terminaux, fichiers, réseaux, c'est implémenté également dans POSIX. Puis, on a les threads des primitives de synchronisation, puis le shell et les commandes. Donc, tout ça, c'est des éléments qui ont été définis en POSIX. Ce n'est pas seulement l'interface de programmation, même si c'est beaucoup vu comme étant le gros de la chose. Les interfaces aussi des programmes, donc les shells, lignes de commande, tout ça, bien ça, c'est également standardisé jusqu'à un certain point dans POSIX. Donc, pour le reste de la présentation de cette semaine, le reste des présentations de cette semaine, on va entre autres revisiter ça un peu plus loin, puis on va détailler quand même assez bien ces différents éléments-là pour vous permettre d'avoir une bonne compréhension d'ensemble, puis aussi vous alimenter vis-à-vis le laboratoire 2 qui s'en vient.